13 juin. Une demi-heure avant le bal, Grushnitsky est venu chez moi en uniforme éclatant d'officier d'infanterie. Au troisième bouton de sa tunique était accrochée une chaînette de bronze à laquelle pendait un double lorgnon. Ses épaulettes, démesurément grandes, étaient relevées en l'air et ressemblaient assez aux ailes de l'amour. Ses bottes neuves craquaient. Dans sa main gauche, il portait ses gants en peau de couleur brune et sa casquette. De sa main droite, il tourmentait à chaque instant les boucles de sa chevelure relevée en toupet. On voyait qu'il était enchanté de lui, et son visage exprimait cependant une certaine méfiance de lui-même. Son air endimanché et ses allures de fat m'auraient fait éclater de rire si tout cela n'avait été d'accord avec mes projets. Il a jeté en arrivant ses gants et sa casquette sur une table et s'est mis à effacer les plis de son vêtement et à se mirer dans la glace. Un immense foulard noir était noué autour de son cou en guise de col, et la partie raide fort élevée soutenait son menton et dépassait le bord de son collet d'habit. Comme elle lui paraissait encore trop basse, il l'a tirée en haut et l'a fait monter jusqu'à ses oreilles. À la suite de ce travail pénible, car le collet de sa tunique était étroit et peu aisé, le sang lui est venu au visage. « On m'a dit que tous ces jours-ci tu avais fait sérieusement la cour à ma princesse, » m'a-t-il dit négligemment et sans me regarder. « Où veux-tu que des sots comme nous aillent boire le thé ?» ai-je répondu en répétant l'expression connue de l'un de nos plus adroits mauvais sujets, rappelée quelquefois par Pouchkine. « Dis-moi, mon uniforme me va-t-il bien ? Ah, gredin de juif, il m'étouffe sous les aisselles. Et tu n'as pas de parfum ? Voyons, est-ce qu'il t'en faut encore ? Tu sens cependant déjà pas mal la pommade à la rose. Ce n'est rien, donne-moi encore un peu. » Il en a versé presque un demi-flacon sur sa cravate, sur son mouchoir et sur ses manches. « Danseras-tu » m'a-t-il demandé. « Je ne crois pas. Je crains qu'il ne m'arrive de commencer la mazurka avec la princesse, et je ne connais pas une seule figure. »« Est-ce que tu l'as invitée pour la mazurka ?»« Non, pas encore. »« Vois qu'on ne te prévienne pas. »« En effet, » a-t-il dit en se frappant le front, « j'irai l'attendre sur le perron. » Il a pris sa casquette et s'est enfui. Une demi-heure après, je suis parti. Les rues étaient noires et désertes. Autour de la réunion ou de l'hôtel, comme il vous plaira, la foule s'était amassée. La lumière venant des fenêtres l'éclairait et la brise du soir m'apportait les éclats d'une musique militaire. J'allais lentement, car j'étais triste. Est-il possible d'avoir une destinée aussi singulière sur la terre, briser sans cesse les espérances des autres? Depuis que je vis et j'agis, le sort m'a toujours amené au dénouement des drames d'autrui, comme si, sans moi, personne ne pouvait mourir ou arriver au désespoir. Je suis un personnage obligé de 5e acte, et involontairement je joue un rôle qui a quelque chose de celui du bourreau ou du traître. Quel est le but de ma destinée au milieu de tout cela ? Suis-je appelé à défrayer les auteurs de tragédies bourgeoises et de romans de famille, ou bien à être le collaborateur des faiseurs de contes, comme ceux de la bibliothèque pour la lecture? Pourquoi le saurais-je? Il n'est pas d'homme qui, au début de la vie, ne pense l'achever comme Alexandre ou Lord Byron, et cependant, il demeure tout un siècle conseillé en titre. En entrant dans la salle de bal, je me suis dissimulé dans le groupe des hommes et me suis mis à observer. Grushnitsky était debout à côté de la jeune princesse et lui débitait quelque chose avec beaucoup d'ardeur. Elle l'écoutait d'une manière distraite et regardait de tous côtés, en appuyant parfois son éventail contre ses petites lèvres. Sur son visage, on lisait son impatience. Ses yeux cherchaient quelqu'un autour d'elle. Je me suis approché tout doucement pour entendre leur conversation. « Vous me faites horriblement souffrir, princesse, » lui disait Grushnitsky. « Vous êtes bien changée depuis le jour où je vous ai vue. »« Vous aussi, vous êtes changée, » lui a-t-elle dit, en jetant sur lui un regard rapide,
dans lequel il n'a pas distingué une raillerie cachée. « Moi, je suis changé, a-t-il dit. « Oh, mais vous savez bien que c'est impossible. Celui qui vous a vu une seule fois emporte avec lui pour l'éternité le souvenir de votre image divine. Aurez-vous bientôt fini ? Pourquoi donc ne voulez-vous plus entendre à présent ce que naguère vous écoutiez avec bienveillance ? » « Parce que je n'aime pas les répétitions, » a-t-elle répondu en riant. « Oh, je me suis affreusement trompée. Insensé, moi qui croyais que ces épaulettes me donneraient le droit d'espérer. Non, il aurait mieux valu pour moi conserver mon manteau de soldat avec lequel je pouvais peut-être attirer un peu votre attention. En effet, ce manteau allait bien mieux à votre visage. » À ce moment, je me suis avancé pour la saluer. Elle a rougi un peu et m'a dit rapidement « N'est-ce pas vrai, monsieur Petchorin, que monsieur Grutschnitzki était bien mieux avec son manteau gris ?»« Je ne suis pas tout à fait de votre avis, » lui ai-je dit. « Son uniforme le rajeunit. » Grutschnitzki n'a pu supporter ce coup. Comme tous les jeunes gens, il a des prétentions à paraître vieux. Il pense que sur son visage les traces profondes des passions remplacent les rides de l'âge. Il m'a lancé un regard furibond, a frappé du pied et s'est éloigné. « Avouez, ai-je dit à la princesse, que quoiqu'il ait toujours été très ridicule, il a été bien près de vous intéresser, avec son manteau gris. » Elle a baissé les yeux et n'a pas répondu. Grutschnitzki a poursuivi la princesse pendant toute la soirée et a toujours dansé avec elle ou vis-à-vis d'elle. Il la dévorait des yeux, soupirait et l'ennuyait de ses prières et de ses reproches. Après le 3e quadrille, elle le détestait déjà. « Je ne m'attendais pas à cela de toi, » m'a-t-il dit en s'approchant de moi et en me prenant le bras. « Eh bien quoi ? Ne danses-tu pas la mazurka avec elle ?» m'a-t-il demandé d'une voix superbe. « Elle me l'a avoué. »« Eh bien, est-ce un secret ? » ?»« Oui, je vois clair. Je devais m'attendre à cela de cette petite fillette, de cette coquette. Je saurais me venger. »« Prends-t'en à ton manteau ou à tes épaulettes. Pourquoi l'accuser elle ? Est-ce sa faute si tu ne lui plais plus ? Pourquoi m'avoir donné des espérances ? Pourquoi as-tu espéré ? On peut toujours désirer et demander n'importe quoi, je le comprends. Mais qui peut t'espérer ? Tu as gagné ton pari, mais pas complètement, a-t-il dit avec un air irrité. La mazurka a commencé. Grutschnitzki n'a choisi tout le temps que la princesse. Les autres la choisissaient aussi à chaque instant. Il était évident que c'était un complot organisé contre moi. Tant mieux, elle a envie de causer avec moi. Il l'en empêche, elle le désirera bien davantage. Je lui ai serré 2 fois la main, à la 2e, elle l'a retirée sans dire mot. « Je dormirai mal cette nuit, » m'a-t-elle dit lorsque la mazurka s'achevait. « Est-ce Grutschnitzki qui en est la cause ? » ?»« Oh non !» Et son visage est devenu si triste, si mélancolique, que je me suis juré de lui baiser la main dès ce soir. On allait partir. En aidant la jeune princesse à se placer dans sa voiture, j'ai porté rapidement sa petite main à mes lèvres. Il faisait sombre et personne n'a pu nous voir. Je suis revenu dans le salon très satisfait de moi. Autour d'une grande table, les jeunes gens soupaient et, au milieu d'eux, Grutschnitzki. Lorsque je suis entré, tous se sont tus. Évidemment, on parlait de moi. Beaucoup, depuis le bal, me boudent et particulièrement le capitaine de dragon. Il paraît qu'ils ont décidément organisé contre moi un complot sous le commandement de Grutschnitzki. Aussi a-t-il l'air insolent et brave. J'en suis très heureux. J'aime me savoir des ennemis, quoique ce ne soit pas très chrétien. Cela m'amuse et fouette mon sang. Se tenir sur ses gardes, surprendre chacun de leurs regards, deviner chacune de leurs paroles, pénétrer leurs intentions, faire avorter leurs projets, feindre d'être trompé, et soudain faire crouler d'un seul coup cet énorme édifice qui leur a donné tant de peine et leur a fait dépenser tant d'adresse et de réflexion. Voilà ce que j'appelle vivre. Pendant le restant du souper, Grutschnitzki n'a cessé de chuchoter avec le capitaine de dragon
et d'échanger des regards d'intelligence avec lui. 14 juin. Ce matin, Viera est partie avec son mari pour Kislovodsk. J'ai rencontré leur voiture en allant chez la princesse Ligovska. Elle m'a salué de la tête. Dans son regard, il y avait un reproche. De quoi suis-je coupable? Pourquoi ne veut-elle pas m'accorder un tête-à-tête? L'amour est comme le feu. Sans aliment, il s'éteint. La jalousie fera peut-être ce que n'eussent pu faire les prières. Je suis resté avec la mère de la princesse 1 heure entière. Sa fille n'a pas paru. Elle est malade et n'est point allée ce soir au boulevard. Les membres de la ligue qui s'est formée naguère contre moi se sont armés de lorgnons et ont pris un air menaçant. Je suis heureux de savoir la jeune princesse malade. Il lui aurait fait quelque méchanceté. Grutchnitsky a les cheveux en désordre et un air désespéré. Il me paraît réellement blessé dans son amour-propre. Allons, il est encore de ces hommes que le désespoir amuse. En revenant chez moi, j'ai cru remarquer que je n'étais pas satisfait. Il me manquait quelque chose. Je ne l'ai pas vue. Elle est malade. Serais-je déjà amoureux? Quelle absurdité! 15 juin. À 11 heures du matin, heure à laquelle la mère de la princesse va au bain Ermolov, je suis passé près de la fenêtre où elle rêvait. En m'apercevant, elle s'est retirée. Je suis entré dans l'antichambre, il n'y avait personne, et, sans me faire annoncer, selon les habitudes de la maison, j'ai pénétré dans le salon. Une pâleur profonde s'était répandue sur le joli visage de la jeune princesse. Elle était au piano, une main appuyée au dossier de son fauteuil. Cette main tremblait un peu. Je me suis approché d'elle doucement et lui ai dit « Vous êtes fâché contre moi ?» Elle a jeté sur moi un regard langoureux et profond, et a secoué la tête. Ses lèvres voulaient dire quelque chose et ne le pouvaient pas. Ses yeux se sont remplis de larmes. Elle s'est affaissée sur son fauteuil et s'est caché le visage dans ses mains. « Qu'avez-vous » lui ai-je dit en lui prenant la main. « Vous n'avez pas d'estime pour moi. Oh, laissez-moi !» J'ai fait quelques pas. Elle s'est redressée sur son fauteuil. Ses yeux étincelaient. Je me suis arrêté en m'appuyant d'une main à la porte et lui ai dit « Pardonnez-moi, princesse. Je viens de me conduire comme un fou. Cela n'arrivera plus. Je serai plus prudent. Mais pourquoi vous faire connaître ce qui passe dans mon âme? Vous ne le saurez jamais, et tant mieux pour vous. Adieu. » En m'en allant, il m'a semblé que je l'entendais pleurer. J'ai rôdé à pied jusqu'au square dans les environs du Machouk. J'étais horriblement fatigué et, en rentrant chez moi, je me suis jeté sur mon lit, complètement harassé. Werner est venu chez moi. « Est-ce vrai, m'a-t-il demandé, que vous épousez la princesse Marie Ligovska ?»« Mais qui dit cela ?»« Toute la ville le dit. Tous mes malades se préoccupent de cette importante nouvelle. Et ces malades, drôles de population, savent tout. » « C'est un tour que me joue Grutchnitsky, ai-je pensé. Afin de vous prouver, docteur, la fausseté de ces bruits, je vous confie en secret que demain je pars pour Kislovodsk. »« Et la jeune princesse aussi ?»« Non, elle reste encore 1 semaine ici. »« Ainsi donc, vous ne l'épousez pas. »« Docteur, docteur, regardez-moi. Est-ce que j'ai l'air d'un mari ou de quelque chose de pareil ? » ?»« Je ne dis point cela. Mais vous savez, il y a de ces occasions, » a-t-il ajouté en souriant avec finesse. « De ces occasions dans lesquelles les hommes les plus honorables sont obligés de se marier, et il est des mamans qui ne laissent pas passer ces occasions. Aussi, je vous invite en ami à vous tenir davantage sur vos gardes. Ici, aux eaux, l'air est dangereux. Combien j'ai vu de magnifiques jeunes hommes dignes d'un meilleur sort
partir d'ici pour aller droit à l'hôtel. Moi aussi, le croiriez-vous, ils ont voulu me marier, et surtout une maman de province dont la fille était très pâle. J'avais eu le malheur de lui dire que les couleurs de son visage lui reviendraient après le mariage. Alors, avec des larmes de reconnaissance, elle me proposa la main de sa fille et toute sa fortune, 50 paysans environ. Mais je lui répondis que j'étais incapable de faire un mari. Werner s'en est allé bien persuadé qu'il m'avait prévenu. De ses paroles, j'ai déduit ceci, que déjà il court dans la ville sur la princesse et moi divers bruits méchants. Cela ne profitera pas impunément à Grushnitsky. 18 juin. Voilà déjà 3 jours que je suis à Kislovodsk. Chaque jour, je vois Viera au puits et à la promenade. Le matin, en me réveillant, je me mets à la fenêtre et je braque ma lorgnette sur son balcon. Elle est déjà habillée et attend le signal dont nous sommes convenus. Nous nous rencontrons, comme par hasard, dans le jardin qui descend de nos demeures au puits. L'air vif des montagnes a rendu à son visage sa fraîcheur et lui a redonné des forces. Ce n'est pas à tort que Narian s'appelle la source aux eaux héroïques. Les gens du lieu affirment que l'air de Kislovodsk dispose à l'amour et qu'ici se dénouent tous les romans commencés au pied du Machouk. Et, effectivement, tout respire ici la solitude. Ici, tout est mystérieux. Et les ombres épaisses des allées de tilleuls penchés sur la rivière qui gronde avec fracas et qui, bondissant de rocher en rocher, se creuse un lit au milieu des verdoyantes collines. Et les défilés pleins de vapeur et de silence dont les replis courent dans toutes les directions. Et la fraîcheur de l'air parfumé par les suaves émanations des hautes et jeunes herbes et des blancs acacias. Et le murmure monotone et doucement endormant des ruisseaux à l'onde glacée qui se rencontrent au pied de la colline et courent ensemble à qui mieux pour aller se jeter enfin dans le Podkoumok. De ce côté, le défilé s'élargit et se transforme en une verte clairière. À travers elle serpente un sentier poudreux. Il me semble toujours qu'une voiture le parcourt et qu'à la portière se penche pour regarder un joli petit visage rose. Bien des voitures ont déjà passé sur ce chemin, mais non pas celle que j'attends. Le grand village qui est derrière la forteresse est rempli de monde. Dans un restaurant placé sur le coteau à quelques pas de mon logement, je vois quand le soir arrive briller les lumières à travers une double rangée de peupliers. Le cliquetis sonore des verres se fait entendre jusqu'à une heure avancée de la nuit. Nulle part on ne boit autant de vin qu'à Kaketinsky, ou d'eau minérale qu'ici. Beaucoup mélangent les deux liquides, je ne suis pas de ce nombre. Grushnitsky et sa bande font du bruit chaque jour à l'hôtel, et c'est à peine si nous nous saluons. Il n'est arrivé qu'hier et a déjà réussi à se brouiller avec quelques vieillards qui voulaient s'asseoir au bain avant lui. Décidément, les malheurs développent en lui l'humeur guerrière. 22 juin. Enfin, elles sont arrivées. J'étais assis à ma fenêtre lorsque j'ai entendu le bruit de leur voiture. Mon cœur a tressailli. Que signifie cela? Est-il possible que je sois amoureux? Je suis si sottement organisé que l'on pourrait bien attendre cela de moi. J'ai dîné chez elle. La mère m'a regardé avec beaucoup de tendresse et ne quitte pas sa fille. Tant pis. Et de plus, Viera est jalouse de la princesse. Voilà donc le bonheur que j'ai tant cherché. Que ne fait une femme pour affliger sa rivale? Je me souviens qu'une d'elles m'aima que parce que j'en aimais une autre. Rien n'est plus paradoxal que l'esprit féminin. Il est bien difficile de convaincre les femmes de quoi que ce soit,
il faut les amener à se convaincre elles-mêmes. L'arrangement des preuves avec lesquelles elles anéantissent leurs préjugés est très original. Pour comprendre leur dialectique, il faut renverser dans son esprit toutes les règles de la véritable logique. Voici par exemple ce que la logique et l'éducation devraient faire dire à une femme dans certains cas. « Cet homme m'aime, mais je suis mariée. Par conséquent, je ne dois pas l'aimer. » Or, voici comment elle raisonne. « Je ne dois pas aimer cet homme parce que je suis mariée, mais il m'aime, par conséquent... » Ici, beaucoup de points, car leur raison ne dit rien, et c'est en grande partie leur langue qui parle d'abord, leurs yeux ensuite, et puis leur cœur quand elles en ont un. Que ces écrits viennent à tomber sous les yeux d'une femme, « Calomnie !» s'écriera-t-elle avec indignation. C'est que, depuis que les poètes écrivent et que les femmes les lisent, et nous leur en sommes profondément reconnaissants, on les a appelées si souvent des anges que, dans la simplicité de leur âme, elles ont cru effectivement à ce compliment, oubliant que ces mêmes poètes, pour de l'argent, ont mis Néron au rang des dieux. C'est mal à propos que je me permets de parler des femmes avec tant de méchanceté, moi qui, hormis elles, n'aime rien dans ce monde. Moi qui suis toujours prêt à leur sacrifier mon repos, mon ambition, ma vie. Oh non, je ne m'efforcerai pas, dans un accès de dépit et d'amour-propre blessé, de leur arracher ce voile magique, à travers lequel ce regard pénètre d'ordinaire si difficilement. Non, tout ce que je dis d'elles n'est que la conséquence des froides observations de l'esprit et des amères remarques du cœur. Les femmes devraient désirer que tous les hommes les connussent aussi bien que moi, parce que je les aime 100 fois plus depuis que je ne les crains pas et ai deviné leurs petites faiblesses. À propos de cela, Werner comparait un jour la femme à la forêt enchantée dont parle le Tasse dans sa Jérusalem délivrée. Dès que vous vous approchez d'elle, disait-il, les plus grands épouvantails se mettent à voler autour de vous. Grand Dieu! Et le devoir, la dignité, la bienséance, l'opinion publique, le ridicule, le mépris. Mais il ne faut pas vous préoccuper de ces mots. Avancez toujours. Peu à peu les monstres s'évanouiront. Et bientôt devant vous s'ouvrira le champ calme et lumineux au milieu duquel fleurit le myrte vert. Malheur à vous si, dès les premiers pas, votre cœur s'émeut et si vous rebroussez chemin. « 24 juin. Cette soirée a été abondante en événements. À 3 verstes de Kislovodsk, dans les gorges où coule le Podkoumok, est un rocher appelé l'Anneau. Il a la forme de porte construite par la nature elle-même. Elle s'élève sur une haute colline, et le soleil couchant jette à travers elle sur le monde son regard ardent. De nombreuses cavalcades se rendent là pour voir l'astre à son coucher à travers cette immense ouverture de pierre. Pas un, à la vérité, ne pense au soleil. J'y ai accompagné la jeune princesse, et en revenant nous avons dû traverser le Podkoumok à gué. Les ruisseaux de la montagne sont très petits et dangereux, surtout ceux dont le fond est complètement variable et change chaque jour sous la pression des eaux. Où se trouvait hier une pierre, aujourd'hui existe un trou. J'ai pris le cheval de la jeune princesse par les rênes et l'ai fait entrer dans l'eau qui ne dépassait pas nos genoux. Nous nous sommes mis à couper lentement le fil de l'eau en travers et en remontant le courant. On sait qu'en traversant une rivière rapide, il ne faut point regarder l'eau, car alors la tête peut vous tourner. J'avais oublié de prévenir la princesse Marie de cela. Nous étions déjà au milieu, à l'endroit le plus rapide, lorsque, se sentant chanceler sur sa selle, elle s'est écriée d'une voix faible « Je me trouve mal !» Je me suis penché rapidement vers elle et j'ai entouré avec mon bras sa taille souple.
« Regardez en haut, lui ai-je dit doucement. Ce n'est rien. N'ayez pas peur, je suis avec vous. » Elle s'est trouvée mieux et a eu envie de se débarrasser de mon bras, mais j'ai enlacé plus solidement sa taille svelte et charmante. Ma joue frôlait presque sa joue, et son haleine me brûlait. « Que faites-vous avec moi, mon Dieu ?» Je n'ai point tenu compte de son émotion et de son trouble, et de mes lèvres j'ai effleuré sa joue délicate. Elle a frissonné, mais n'a rien dit. Nous marchions les derniers et personne ne nous a vus. Quand nous avons atteint le bord, tous avaient pris le trot. La princesse a retenu son cheval et je suis resté à côté d'elle. Il était évident que mon silence l'inquiétait, mais j'ai pris la résolution de ne pas dire un mot. J'étais curieux de savoir comment elle se tirerait de cette situation difficile. « Ou vous me méprisez, ou vous m'aimez bien », a-t-elle dit enfin d'une voix dans laquelle il y avait des larmes. « Peut-être voulez-vous vous moquer de moi, troubler mon âme et puis m'abandonner. Un pareil projet serait bien cruel, bien cruel. Oh non, n'est-ce pas vrai ?» a-t-elle ajouté d'une voix pleine de tendresse et de confiance. « N'est-ce pas vrai que je n'ai à craindre de vous rien qui puisse vous faire oublier le respect que vous me devez? Vous avez des procédés audacieux, et je dois vous interroger parce que je vous ai laissé faire. Répondez donc, parlez, je veux entendre votre voix. » Dans ces dernières paroles, il y avait une telle impatience féminine qu'involontairement j'en ai souri. Il commençait à faire sombre. Je n'ai rien répondu. « Vous vous taisez. Vous voulez peut-être que je vous dise la première que je vous aime ?» Je continuais à me taire. « Voulez-vous cela ?» a-t-elle dit en se tournant vivement vers moi. Il y avait quelque chose de décidé dans son regard et d'effrayant dans sa voix. « Pourquoi ?» ai-je répondu en haussant les épaules. Elle a fouetté son cheval de sa cravache et s'est élancée à toute vitesse dans le chemin étroit et dangereux. Cela s'est fait si vite qu'à peine si j'ai pu l'atteindre au moment où elle rejoignait le reste de la compagnie. Jusqu'à la maison, elle n'a fait que rire et parler. Dans ses mouvements, il y avait quelque chose de fébrile. Elle ne m'a pas regardé une seule fois. Tout le monde a remarqué cette gaieté extraordinaire, et la princesse mère était radieuse en voyant sa fille. Sa fille avait tout simplement une attaque de nerfs. Elle passera la nuit sans dormir et à pleurer. Cette pensée me procure une immense jouissance. Il y a des moments où je comprends le vampire, et je passe cependant pour un brave garçon. À la vérité, je mérite bien ce titre. En descendant de cheval, les dames sont allées chez la princesse. J'étais agité et je suis allé galoper dans la montagne afin de dissiper les pensées qui foisonnaient dans ma tête. La soirée était humide de rosée et on respirait une fraîcheur enivrante. La lune s'est levée derrière les sommets obscurs. À chaque pas, mon cheval faisait résonner ses fers dans le silence du défilé. J'ai mené mon cheval boire à la cascade. Il a aspiré avidement 2 fois l'air frais de cette nuit de juin et s'est élancé dans un chemin qui ramène à la ville. J'ai traversé le grand village. Les lumières commençaient à s'éteindre aux croisées. Les sentinelles, placées sur les remparts de la forteresse, et les patrouilles de cosaques s'appelaient lentement. Dans une des maisons du village, placée au bord du ravin, j'ai remarqué un éclairage extraordinaire. Un bruit confus et des cris m'ont fait comprendre que c'était un banquet militaire. Je suis descendu du cheval et me suis approché de la fenêtre. Un volet, qui n'était pas complètement fermé, m'a permis de voir les convives et d'entendre leurs paroles. On parlait de moi. Le capitaine de dragons, échauffé par le vin, a frappé sur la table avec son poing pour exiger l'attention. « Messieurs, a-t-il dit, on n'a jamais rien vu de pareil. Il faut mettre Pétchorine à la raison. Ces Pétersbourgeois sont des baies jaunes qui se croient quelque chose parce qu'on ne leur tape pas sur le nez.
Ce Pétchorine s'imagine qu'il n'y a que lui qui sache vivre dans le monde, parce qu'il porte toujours des gants frais et des bottes vernies. Quel sourire au teint! Et au fond, je suis sûr que c'est un poltron. Oui, un poltron. Pour moi, je le crois aussi, a dit Grutschnitski, car il a l'habitude de se tirer d'affaire avec une plaisanterie. Je lui ai dit un jour de telles choses qu'un autre m'aurait taillé en pièces sur place. Il a pris tout cela en plaisantant. Je ne l'ai point provoqué, car enfin c'était son affaire, et je ne voulais pas commencer. Quelqu'un s'est écrié. Grutschnitski est furieux contre Pétchorine parce qu'il lui a pris le cœur de la jeune princesse. En voilà des inventions. Il est vrai que j'ai fait la cour à la princesse, mais je me suis retiré tout de suite. Mon intention n'était pas de l'épouser. Or, compromettre une jeune fille n'entre pas dans mes principes. Oui, je vous assure que le premier lâche est Pétchorine et non Grutschnitski. D'abord, Grutschnitski est brave et puis mon plus sincère ami, a dit de nouveau le capitaine de dragon. Messieurs, personne ici ne défend Pétchorine? Personne, tant mieux. Voulez-vous essayer sa valeur? Cela vous amusera. Nous voulons bien, mais comment? Eh bien, écoutez, Grutschnitski est particulièrement irrité contre lui. À lui le premier rôle. Il cherchera quelque absurde querelle à Pétchorine et le provoquera en duel. Sera on ne peut plus solennel, j'en fais mon affaire. Je serai ton second, mon pauvre ami. Mais voici comment tout s'arrangera. Nous ne mettrons pas de balles dans les pistolets. Je vous réponds que Pétchorine aura peur, que le diable marié que sans un il serait difficile de décrire les transports de l'honorable compagnie. Je suis retourné à la maison agité par deux sentiments différents. Le premier était la tristesse. Pourquoi me détestent-ils tous, ai-je pensé. Pourquoi? Ai-je offensé quelqu'un? Non. Est-il possible que j'appartienne au nombre de ces hommes dont la seule mine inspire de la haine? Et je sentais qu'une méchanceté pleine de fiel remplissait peu à peu mon âme. « Prenez garde, monsieur Grutschnitski, disais-je, en allant et venant dans ma chambre. Avec moi, ce ne sera pas une plaisanterie. Vous pourriez payer cher votre complaisance envers vos stupides camarades. Je ne veux point vous servir de jouet. » Je n'ai pu fermer l'œil de toute la nuit, et ce matin j'étais jaune comme une orange. Un peu plus tard, j'ai rencontré la jeune princesse au puits. « Êtes-vous malade ?» m'a-t-elle dit en me regardant attentivement. « Je n'ai pas dormi de la nuit. »« Et moi non plus. Je vous ai accusé, peut-être à tort. Mais expliquez-vous, je puis tant vous pardonner. »« Vraiment tout ? » ?»« Tout. Seulement parlez-moi franchement et plus vite. » Voyez, je me suis efforcé d'expliquer et de justifier votre conduite. Peut-être craignez-vous des obstacles de la part de ma famille. Tout cela n'est rien. Quand ils sauront... Sa voix tremblait. Je les supplierai. Ou votre propre situation. Mais sachez que je puis tout sacrifier pour celui que j'aime. Oh, répondez plus vite. Ayez pitié de moi. Vous ne me méprisez pas, n'est-ce pas? Elle m'a pris la main. Sa mère marchait devant nous avec le mari de Viera et n'a rien vu. Mais les malades qui se promenaient ont pu nous voir, et ce sont bien les plus curieux bavards du monde. Aussi me suis-je hâté de dégager ma main de cette étreinte passionnée. « Je vous dirai toute la vérité, » lui ai-je répondu. « Je ne me justifierai point et ne vous expliquerai point mes démarches. Je ne vous aime pas. » Ses lèvres ont pâli légèrement. « Laissez-moi, » a-t-elle dit si bas que je l'ai à peine entendue. J'ai haussé les épaules, je me suis retourné et me suis éloigné.